Ce fut donc un été de manifestations chaque samedi contre le pass sanitaire, contre la vaccination et parfois contre les deux. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues avec des revendications sur les libertés individuelles légitimes, mais aussi des débordements complotistes et antisémites. Mathieu, tu y étais, on va voir ton reportage en présence d'un scientifique. Et oui, ça peut servir. Bonsoir Stéphane Gaudry. Bonsoir. Vous êtes professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny et directeur adjoint de l'université de médecine Sorbonne Paris-Nord. Et vous passez aussi pas mal de temps à contrecarrer les fausses infos, ce qui vous vaut des menaces avec d'autres confrères. On va y revenir ensuite. Avant de voir le reportage de Mathieu, alors avant de continuer le reportage de Mathieu, Stéphane Gaudry, l'infirmière qu'on voit parle de phases expérimentales qui doivent être faites. Elles n'ont pas été faites, ces phases expérimentales ? Alors si, bien entendu, donc elles ont été faites et elles ont d'ailleurs été faites comme jamais ça n'a existé. C'est-à-dire qu'on a un nombre de données qui est... on n'a jamais égalé ce nombre de données pour aucun vaccin à ce jour sur le marché. Donc c'est malheureusement faux. Alors, on entend souvent la phase 3, il y a oui, une phase 3. C'est une erreur en fait. C'est-à-dire si vous voulez, quand vous mettez en place un traitement, alors que ce soit un vaccin ou autre chose, un traitement donc préventif ou un traitement efficace, vous avez des phases qui se succèdent. La phase la plus importante étant la phase où vous testez de façon aveugle l'efficacité de ce traitement-là avec un certain nombre de malades, et c'est là que c'est le plus important, c'est les résultats. Et après cette phase-là, on met sur le marché, on utilise ces thérapeutiques, et là il y a une phase dont la durée est illimitée en fait, qui est la phase 4, pendant laquelle on surveille, c'est de la pharmacovigilance, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que des effets extrêmement rares peuvent être vus, c'est d'ailleurs comme ça que les effets de thrombose sur AstraZeneca ont été vus, grâce à cette phase-là, et donc c'est une phase qui est illimitée. Donc les gens comprennent mal, ils pensent que c'est une phase expérimentale, alors que pas du tout. En fait, c'est une phase qui est une phase de surveillance classique, et la phase de mise en place et d'évidence, de preuve scientifique, elle a été faite avant, et d'ailleurs on n'a jamais eu autant de recul sur une thérapeutique en termes de nombre de patients randomisés, c'est-à-dire tirés au sort entre placebo et vaccin. Autre affirmation qu'on entend dans la bouche de la manifestante, de la dernière dame de ton reportage Mathieu, il y a eu des décès à cause des vaccins Pfizer et Moderna. Vrai ou faux ? Alors là où il y a une erreur d'interprétation, c'est que dans ces phases-là, justement, les phases dans lesquelles on surveille, on récupère plein d'informations. Donc vous avez des informations, des gens qui sont morts, et donc il y a des sont morts qui ont eu des effets peut-être attribuables au vaccin, et on remonte ces informations-là directement à des agences qui sont différentes dans chacun des pays qui utilisent ces vaccins-là, et ces agences sont référentes pour dire est-ce qu'on peut attribuer ou pas cet effet, le décès, etc. Mais de toute façon, à partir du moment où vous avez vacciné plus de 60% de la population, il y a plein de gens qui vont mourir après un vaccin, c'est tout à fait possible, mais que ça n'a rien à voir avec le vaccin. Et donc on attribue le décès au vaccin après une analyse de cas et en essayant de montrer une relation entre les deux. Et à ce stade-là, il y a quelques cas décrits dans le monde après Pfizer et Moderna de choc anaphylactique ayant entraîné le décès, mais par rapport au nombre d'injections, c'est dérisoire, même si, bien entendu, c'est toujours à surveiller et grave. Et en fait, en étant transparent, malheureusement, ça donne beaucoup d'éléments pour certaines personnes. Exactement. Bon. Et donc en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont utilisé les remontées de voilà, attention, il faut vérifier ça. Ils ont pris le package, ils ont dit regardez, c'est tous ces morts qui sont liés au vaccin, alors que pas du tout. C'est parce que justement, on a un système de surveillance qui est très au point et qui permet justement d'évaluer chaque effet. Je vous voyais aussi tiquer sur la soignante qui disait qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale. Oui, c'est drôle parce qu'elle est peut-être pas au courant, mais en fait, si elle est soignante, par définition, elle est vaccinée puisque c'était obligatoire. Je pense qu'elle est plus jeune que moi, je crois. Et c'était déjà obligatoire quand j'ai commencé d'être vacciné contre l'hépatite B. J'ai pas vu beaucoup de gens dans les rues pour manifester contre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B quand ça a été obligatoire pour tous les soignants. Elle est vaccinée, elle a déjà une obligation vaccinale et elle l'a appliquée. Alors Sabrina Ali Benali, bonsoir, installez-vous. Philippe Marlière, bienvenue à tous les deux. Sabrina Ali Benali, vous êtes médecin, vous avez publié en 2018 La révolte d'une interne, santé, hôpital, état d'urgence. Vous êtes par ailleurs activiste et vous avez été candidate suppléante de la France Insoumise à Paris aux dernières législatives. Oui, c'est vrai. C'est bien ça. Philippe Marlière, bonsoir. Vous êtes professeur de politique française et européenne à l'University College de Londres. Vous sortez tout juste de votre journée de travail où vous avez passé à vacciner des patients. Quand ils viennent vous voir, ils sont dans quel état d'esprit ? Plutôt défiants ?
Plutôt confiants? Non. Alors nous, moi, la majorité des gens que j'ai vus, tout se passait bien. Beaucoup sont anxieux, ça c'est vrai. Donc nous, en tout cas en ce qui me concerne, je prends toujours, s'il y a besoin, un quart d'heure, et ils me disent oui mais il y a beaucoup de monde, vous n'avez pas le temps. Et là, pour moi, c'est pas la question. Je dis non, on le prendra. S'il nous faut 20 minutes d'explication sur ce qui vous inquiète, on le fera. Mais effectivement, par contre, j'en ai eu quelques-uns, une extrême minorité, qui viennent vraiment la peur au ventre, en fait. C'est-à-dire que ces mois-là de désinformation, de lecture, de choses abracadabrantesques, ont réussi à vraiment entraîner une peur irrationnelle et qu'ils le font par obligation pour leur travail. Et ça m'est arrivé, effectivement, de devoir vacciner une femme qui pleurait en disant je suis obligée, c'est pour mon travail. Et ça, moi j'étais très en colère pour le coup, contre les autorités qui nous mettent nous aussi dans cette situation-là. Parce qu'ils ont aussi une responsabilité là dans l'ensemble des messages contradictoires qu'ils ont envoyés, dans l'obligation, je veux dire, l'OMS elle-même décrit plutôt et n'est pas favorable à ces messages de contrainte plutôt que d'obtention de l'adhésion. Et moi, je suis plutôt de ce côté-là aussi, du côté de la politique de l'OMS. Donc effectivement, pour nous, après, on se retrouve dans des conditions absolument pas satisfaisantes de soins, c'est évident. Et pour le coup, quand il ne s'agit pas des menaces, comme disait M. Mondré, où j'ai eu le droit, comme tous les autres, à mon lot de trolls. De harcèlement. De harcèlement. Oui. Alors, on va discuter ensemble de la place de la gauche dans ce mouvement, essayer de tirer un début de bilan de cet été de mobilisation. Rares sont les partis de gauche à s'être engagés dans cette bataille, qui plus est à quelques mois d'une échéance cruciale, la présidentielle, sauf la France Insoumise et le NPA. Sur ce pass sanitaire, vous n'êtes peut-être sans doute pas tout à fait d'accord tous les deux. Je résume vos positions et on va développer. Sabrina Ali Benali, vous avez signé une tribune dans Libération, sortant du pass et de l'impasse sanitaire. Dans ce texte, vous appelez au retrait du pass sanitaire, un cocktail de technologisme, de répression et d'abandon des publics qui soumettent sans sommation. Un texte signé par François Ruffin, député insoumis, comme François-Xavier Bellamy, eurodéputé de droite, mais aussi la philosophe Barbara Stiegler. Vous écrivez aussi qu'on ne s'est pas donné les moyens d'entendre les questions et les doutes des personnes, comme les exige le consentement libre et éclairé inhérent à tout acte de soin. Est-ce que le temps des doutes, c'est aussi un temps qu'il faut accorder aux soignants? Comment expliquer, comme vous l'avez vu dans le reportage, qu'une infirmière puisse à ce point douter de la vaccination? Alors, pour moi, le temps du doute, c'est pas le temps de maintenant. C'est que ça aurait dû avoir lieu bien avant, en fait. Au moment où on avait tous des doutes, c'est-à-dire avant de recevoir les études. Puisqu'on a parlé tous vaccins bien avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché de Pfizer. Et c'est celui-là, à la limite, le temps du doute, c'est... j'allais dire le premier mois, avant d'avoir des résultats fiables. Or là, non. Aujourd'hui, ce qui se passe, pour moi, c'est que, et là, je rejoins tout à fait mon confrère et ce qu'il disait précédemment, c'est-à-dire ils sont aussi des victimes, en fait. Et c'est tous, je crois, ce dont nous avons très peur, c'est de retrouver demain en réanimation ces gens-là qui auront été victimes d'une désinformation, de plusieurs, d'ailleurs, désinformations. Après, il est évident qu'en soi... Le pass sanitaire, moi je suis fondamentalement contre. Ça me semble encore avant-hier, vous êtes en terrasse dehors, alors que pour le coup, à l'intérieur d'un restaurant non ventilé où ils vont être 40, ça me paraît plus dangereux, étant donné qu'un pass sanitaire, vous l'avez aussi, si je ne m'abuse, avec une PCR négative de moins de 48 heures. Donc là, la personne, elle peut tout à fait être contaminée à l'intérieur du restaurant non ventilé avec 60 personnes. Après, c'est une question de réduction de risque. De faire un PCR, ça ne réduit pas totalement les risques. Mais on pourrait imaginer que le pass sanitaire, ça réduit les risques d'avoir attablé à des restaurants des personnes qui sont porteuses du Covid. Oui, mais là, pour le coup, en termes de réduction des risques, la terrasse extérieure ou le drive, si vous voulez, quand vous prenez un restaurant emporté dans votre voiture et que vous allez chez vous, c'est incohérent, en fait. Donc, si vous voulez, spontanément, en dehors du fait qu'en plus, alors moi, j'étais au bal de la Libération à Montreuil avant-hier, je veux dire, ça vous crée un espace qui dynamite l'espace social. Rentrer avec des barrières où il y a d'un côté ceux qui n'ont pas leur passe, de l'autre côté ceux qui l'ont, sachant que je vous passe sur la moitié des personnes âgées
âgés qui soit n'ont pas sur leur téléphone, soit tout bêtement comme un ami à nous qui a oublié son téléphone à la maison, qui n'a pas le papier avec lui, qui donc va rester derrière les barrières et vous à l'intérieur. Et ça crée comme ça quand même un espace insupportable de séparation de la vie publique entre les gens qui n'a pas lieu d'être clairement pour moi quel que soit X. Je pense que le docteur Ali Ben Ali se félicite d'avoir moi, je suis ravie d'avoir été vaccinée. Par contre, de savoir si j'ai été heureuse et de me féliciter d'une mesure prise, si vous me demandez demain si je suis contente de ne pas avoir réussi à convaincre mon malade et que je l'ai attaché pour se faire opérer avec un truc dans la bouche, non, je ne vais pas me féliciter de la mesure que j'ai prise. C'est que je suis en échec et que j'ai mal fait mon métier. Donc je ne peux pas me féliciter de ça. Mais comme vous l'avez dit, là pour le coup, je pense qu'on a probablement, notamment pour les mêmes raisons que sont celles des Gilets jaunes, pas été là dès le départ parce qu'il y avait effectivement cette mesure d'une grande partie de confusion entre anti-pass, anti-vax. D'abord parce que les manifestations ont commencé avant, puisque le pass, le pass intervient après la vaccination, et cet espace de révolte anti-vaccination, elle a déjà lieu avant. Donc effectivement, comme vous êtes pas vous dans ce mouvement-là, anti-vax, il vous faut ensuite rejoindre ou pas la manifestation anti-pass, par ailleurs au milieu de l'été. Donc là, effectivement, y compris quand il s'agit des retraites ou des lits d'hôpitaux, on sait tous qu'au milieu de l'été, en général, les manifestations, elles sont plutôt vides. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est... non, mais dans les camps de la gauche, j'entends... aussi marqué à gauche. Vrai, vous avez un policier qui peut vous demander votre état sanitaire à une terrasse de restaurant et vous dites c'est pas par la force. Enfin, enlever à une maman le pain de la bouche en lui disant qu'elle a plus son travail dans un mois si elle se fait pas vacciner, j'appelle pas ça vraiment pas par la force. Je pense qu'il y a eu des mesures, les drones, etc., qui étaient effectivement attentatoires aux libertés. Mais pensez aussi à toute la panoplie de lois attentatoires aux libertés qui visent des populations précises. Par exemple, la soi-disant loi contre le séparatisme. Hein, toutes les lois, l'attirail de lois antiterroristes. Si vous voulez vraiment parler d'atteinte aux libertés, je crois qu'on peut se concentrer sur les vraies atteintes. Il y a effectivement des restrictions des libertés dans le cas présent. Mais moi, je ne fais pas un choix, je me bats contre toutes. Elles ne sont pas à la hauteur du catastrophisme qui est annoncé par la gauche et qui se discrédite en faisant ça. Bon, vous ne serez pas d'accord. On a bien compris vos points de vue. On a largement débordé le temps de cette émission, mais c'était très intéressant. Merci à tous les deux d'être venus. Vous restez avec moi pour le 24 heures.